début, on pensait que c'était une guerre qui allait durer quelques semaines. Enfin, du moins, c'est ce que disaient les journaux. Mais quand on a commencé à creuser dans les tranchées, que la guerre des mouvements se terminait, on a compris qu'on allait rester là plusieurs mois. Comme beaucoup, j'y suis allé sans trop comprendre. On nous dit que ça serait court, qu'on y est allé pour sauver la patrie, mais en fait, on ne savait pas dans quoi on nous embarquait. Cela a été très dur pour nous. Les atrocités qu'on a vues nous plonger dans une tristesse profonde et l'insalubrité, le manque de nourriture, le manque de nos femmes, de nos enfants, de nos familles. C'était pas une vie, c'était la survie. Le front, c'était l'enfer. L'enfer duquel sortait l'ennemi pour nous attaquer et duquel nous sortions pour mener des offensives inutiles. La vie dans les tranchées, une horreur permanente. Kameraden, Freunde, ich bin Heinrich Krüger. Camarades, amis, je m'appelle Heinrich Krüger. Ein Triumph des Deutschen in Heures, sagt man. On parle d'une grande victoire, Tannenberg, un triomphe de l'armée allemande, dit-on. Mais quand je regarde les visages des survivants, je ne vois aucun triomphe. Je vois la fatigue, la douleur et le vide. Les chants sont devenus silencieux, seul le vent parle encore. Il murmure à travers les casques et les uniformes des morts. J'ai vu des hommes mourir, ceux qui riaient encore avec moi hier. Nous avons combattu, comme on nous l'a ordonné, sans poser de questions. Mais aujourd'hui, je me demande, qu'avons-nous perdu pour oser appeler cela une victoire? Oui, nous sommes encore vivants, mais une partie de nous reste là-bas, dans la terre de Prusse orientale. Dans chaque silence, j'entends leur voix, leurs derniers mots. Je souhaite seulement que l'Allemagne n'oublie jamais qui a payé le prix. Pas seulement de son sang, mais aussi de son âme. Tu te souviens de la Somme? Oui, je n'oublierai jamais. La boue, les bombes, les cris. Toi est mort juste à côté de moi. Moi, c'était James. Je revois son visage chaque nuit. Tu rêves à dormir? Pas vraiment. Et toi? Non plus. Même ici, la guerre est dans ma tête. Mais on est là, on a survécu. Alors on doit vivre pour ceux qui n'en sont pas revenus. Courage, mon frère. Toi aussi, Georges. C'était très dur pour moi, j'étais assez jeune. Vous aviez quel âge? Moi, quand j'ai commencé, j'avais 22 ans, Ok. quand j'étais appelé. Et en effet, pour moi, la guerre de mouvement a été moins dure que la guerre de position. La guerre de position est inhumaine. Sur les conditions de vie, Totalement. sur le fait de creuser des trous dans les tranchées. Les rats, le manque de nourriture, le froid, tout. C'est Verdun qui ne devait pas tomber. Je ne cessais de le répéter à Joffre. Si Verdun tombe, c'est toute la France qui suivra. Je ne me souviens plus combien de soldats ils sont allés se battre. Et je peux vous garantir que je ne pourrai jamais oublier ni leur regard au retour, ni la différence de soldats par rapport à ceux qui sont partis. Un bain de sang. Je ne peux pas qualifier autrement cet échec. J'espère ne jamais revivre ça de ma vie. J'espère que le monde se portera mieux. C'est vrai que nous, en tant qu'aviateurs, nous n'étions pas les plus touchés. Mais durant cette guerre, j'ai pensé à tous les hommes, tous mes amis qui étaient eux au front, se battre au corps à corps avec l'ennemi. Le premier pansement que nous avons réalisé concernait une balle qui avait traversé la cuisse d'un soldat. Donc c'est un pansement qui m'a énormément marqué alors que pourtant c'était une situation assez banale en temps de guerre. Or ici le sang coulait à flot, on venait de découvrir cet environnement, les mesures d'hygiène étaient très compliquées à respecter, il fallait faire vite, il y avait encore de nombreux soldats qui attendaient, certains se tordaient de douleur donc c'était assez compliqué. Lorsque la guerre éclatait, j'avais 23 ans. J'étais déjà infirmière lorsque nos vies ont basculé. Dès 1914, je suis allée porter secours aux blessés dans de nombreux hôpitaux qui étaient parfois si pleins que l'on devait placer des blessés dans les couloirs. L'horreur et la mort planaient continuellement dans l'air. Ce qui m'a brisé le cœur, ce sont les jeunes soldats qui arrivaient défigurés par des éclats de vue. D'autres étaient gazés, amputés, tous souffrant de martyrs.
Nos journées étaient épuisantes. Nous travaillions du matin, très tôt le matin, jusqu'à tard le soir. Nous soignons principalement des soldats victimes d'éclats d'obus, de balles, de coups ou encore d'accidents hors du combat. Mais le plus difficile pour nous restait de soigner les soldats qui se mutilaient, puisque nous étions témoins de ce qu'ils vivaient au quotidien. Et le problème, c'est que les dénoncés étaient d'une forme de condamnation à l'exécution par notre propre patrie. Donc c'était vraiment des situations très difficiles à vivre. Le plus dur, ce n'était pas le sang et les plaies, mais de choisir entre les soldats qui devaient vivre et les soldats qui devaient mourir. J'ai de nombreux sombres souvenirs, comme celui d'un jeune, je dirais 18 ans à peu près, qui est arrivé un matin, se tenant la main et pleurnichant comme un enfant, disant qu'il ne voulait absolument pas mourir. Mais malheureusement pour lui, quelques heures après, il périt de ses blessures, car nous avons préféré sauver un autre soldat. Le plus dur pour nous, ce n'était pas de manger ou de dormir. Il est vrai que ces moments-là étaient difficiles, mais le plus dur pour nous, c'était vraiment de choisir entre ceux qui devaient vivre et ceux qui devaient mourir. On était vraiment considérés comme des mères, comme des sœurs, et on essayait vraiment de les rassurer au maximum, de les soutenir, même si parfois nous-mêmes c'était difficile, parce que soutenir des personnes quand nous-mêmes on est en situation difficile, c'était vraiment compliqué. Et les seuls moments, je dirais, qu'on pourrait retenir de cette période, les seuls bons souvenirs, c'était les périodes de fête, par exemple la fête de Noël, où on avait décoré un arbre dans l'hôpital. Ça permettait de ramener un petit peu de joie. Depuis l'éclat d'obus, j'ai un masque pour un visage et un silence pour une voix. C'était en mai 1917, à Crowell. On avançait sous les obus, les bottes enfoncées dans la boue, les mains crispées sur les fusils et l'espoir. Il n'y en avait plus depuis longtemps. L'explosion m'a pris en plein visage. Je ne me souviens pas de la douleur, seulement de l'odeur de chair brûlée et du sang chaud coulant dans ma gorge. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, de l'arrière, les infirmières ont détourné les yeux. Mon nez avait disparu. Ma mâchoire était brisée. La chirurgie m'a recousu tant bien que mal, morceau par morceau. Je fais partie des gueules cassées, ces hommes que la guerre a transformés en monstres. Dans la rue, les enfants pleurent en me voyant, alors je ne sors que rarement. Mon miroir est devenu mon ennemi. Août 1914, la guerre est déclarée. Bientôt, les blessés arriveront par dizaines dans les hôpitaux de campagne. Bientôt, des centaines de mourants seront refusés, jugés impossibles à sauver. Ces hôpitaux sont installés dans n'importe quel bâtiment, parfois dans des églises, d'autres fois dans de simples tentes. Ceux dans lesquels j'étais étaient des hôpitaux militaires. Il existait aussi ceux de la Croix-Rouge ou des bénévoles. Dans tous, la situation était la même. Des médecins, infirmières et infirmiers débordés, devant refuser les cas les plus extrêmes afin de ne pas perdre de temps. J'ai dû amputer d'innombrables membres, vu mourir de nombreux soldats qui étaient intraitables. Le plus souvent à cause de blessures à la tête, parfois à d'autres organes vitaux. Les victimes de la guerre affluaient dans ces hôpitaux, transportés en brancard ou en camion. Beaucoup de ceux qui rentraient ne ressortaient pas, et ceux qui sortaient présentaient des séquelles horribles. Cette période a marqué un tournant dans notre carrière. Nous qui ne nous occupions que des pansements et des blessés légers. Nous avons dû faire face à des situations très graves et très choquantes qui nous ont profondément marqués. Je me rappellerai toujours le moment où la sirène a retenti pour annoncer une attaque. Je venais d'arriver dans ce service, sur le front. Et, à la suite de cette attaque, nous avons dû soigner des dizaines de soldats. Cette expérience m'a touchée. Je me suis sentie pour la première fois réellement utile. Également, pendant cette période de guerre, la médecine a fait de gros progrès grâce à la science, notamment avec la radiologie. On a eu la chance de suivre une formation par Marie Curie avant d'aller sur le front, puisque 300 véhicules possédaient un équipement radiologique.
Donc ça a vraiment sauvé la vie à de nombreux soldats, ça nous permettait de voir les corps étrangers qui avaient pénétré à l'intérieur de leur corps, puis de pouvoir les extraire plus facilement pour éviter les infections. On pouvait aussi voir les fractures ou l'état des organes. Donc c'est vrai que ça a vraiment contribué à sauver la vie à beaucoup de soldats. Donc comme mes collègues, je voulais aider ma patrie. Il faut savoir qu'à l'époque, la plupart des femmes qui voulaient aider le soldat sur le front s'enrôlaient en tant qu'infirmières. Mais en fait, je pensais que j'avais des connaissances donc en chimie et en physique qui pouvaient aider et améliorer les conditions de vie des soldats. Et donc j'ai décidé d'envoyer un message à l'état-major, donc une lettre, afin de savoir si je pouvais créer des petites ambulances, qu'on appellerait sûrement les petites curées, afin de construire des centres de radiologie. Ces diagnostics ont été très utiles et par la suite on a formé 150 infirmières. Et donc d'après les premières estimations qui sont sorties il y a à peu près un an, et nous pensons qu'il y a environ 1 million de soldats qui ont été sauvés grâce aux petites curies et à toutes les infirmières qui ont œuvré pour. Je m'appelle Anaëlle Breton, j'ai 25 ans et je suis marraine de guerre depuis 1 an. J'envoie des lettres à ce très cher Lucas, le soldat que je soutiens depuis qu'il est au combat. J'essaye de le faire sourire, de lui redonner goût à la vie en l'encourageant, mais aussi en lui montrant que même s'il se sent seul, il ne l'est pas. On ne s'est jamais rencontrés dans la vraie vie, mais c'est un projet que nous voulons réaliser. Aujourd'hui, nous sommes comme frères et sœurs. On échange sur tout ce que nous vivons dans ce monde de guerre, mais nous parlons également de ce que nous aimons. Nous n'avons pas de limites dans nos lettres. On parle de nos ressentis, de ce que nous aimerions connaître, et l'autre trouve toujours les bons mots pour dire que cela arrivera bientôt. On ne se connaît pas physiquement, si bien les quelques descriptions qu'on a pu se donner de nous, mais j'ai l'impression de le connaître depuis des années. Les mots sont devenus si faciles avec lui que j'ai toujours envie de lui écrire. Hier, lorsque je lui ai envoyé ma dernière lettre, j'y ai ajouté une montre. Il m'avait expliqué ne pas réussir à se repérer dans le temps à cause de la poussière omniprésente, ainsi que le bruit en continu. Alors, je lui ai offert cette montre. Je crois lui avoir redonné le sourire, car ce sont souvent les plus petites intentions qui font le plus plaisir dans ces conditions. Le rendre heureux, malgré le combat, c'est tout ce que je veux, en tant que marraine de guerre. Nous nous appelons Suzanne, Victoire et Lucie, et nous travaillons dans un atelier de couture à Saint-Étienne. Lorsque les hommes sont partis au front, il a fallu que nous fabriquions leurs tenues de guerre. Manquant de main-d'œuvre, nous avons été rejoints par de nombreuses femmes. Les journées sont longues et épuisantes. Nous travaillons parfois 12 heures d'affilée dans le bruit infernal des machines à coudre. Nos mains sont abîmées de par le travail répétitif de la conception des uniformes. L'atelier étant conçu pour seulement quelques femmes, on nous imposait d'être plusieurs sur le même plan de travail, à effectuer diverses tâches, ce qui nous conduisait à l'erreur et parfois aux blessures. Nous travaillons dans l'obligation d'émettre des tenues irréprochables pour ces hommes partis combattre en l'honneur de la France. Nous tenons bon pour nos maris, nos frères, nos fils, pour la France. Nous sommes appelés les soldats de l'arrière. Cela nous donne du courage et nous sommes enfin un minimum considérés. La vie est dure aussi en dehors de l'atelier. Il y a des pénuries partout, le pain est rationné, nous faisons la queue pendant des heures pour quelques pommes de terre. Le froid de l'hiver entre par les fenêtres et chaque jour, on craint de recevoir un télégramme annonçant la mort d'un de nos proches, partis au front. L'une de nous a déjà perdu ses 2 cousins à Verdun. Nous espérons qu'une fois la guerre finie, nous, les femmes, serions reconsidérées et récompensées de nos nombreux efforts fournis pour la victoire de notre patrie. Nous étions donc chargés de faire fonctionner l'économie de notre pays. Chaque matin, nous devons nous lever tôt pour s'occuper de la ferme et le soir, nous devons nous occuper du ménage, des enfants et de la maison. Chaque nuit, j'espère que mon mari et mon frère m'envoient une lettre pour savoir s'ils vont bien ou non. Alors j'ai manifesté, en tant qu'ouvrière, mais aussi en tant que femme. J'en avais marre de vivre un calvaire pas possible. Je veux montrer que nous, aussi en tant que civils, on était impactés dans cette guerre. C'était invivable. Pendant cette manifestation de 1917, je me rappelle que beaucoup de femmes criaient. Mais il fallait tenir. Tenir pour ceux qui étaient tombés. Tenir pour que la France vive libre, debout et victorieuse. En novembre 1918, quand l'armistice était signé, j'ai pensé à tous ceux que nous avions perdus.